C'est pas l'habitude. Bon, vascularité IgA, Romain Paul. Oui, bonjour. Je vais vous Bienvenue. parler de RIGA, qui est un PHRC 2019 qui évalue le rituximab en association à un traitement par corticoïde versus corticoïde et placebo de rituximab pour l'induction et au cours des vascularités IgA sévères de l'adulte. C'est une étude prospective multicentrique randomisée qui part de l'idée et notamment d'une publication qui avait eu lieu en 2018 sur l'efficacité du rituximab dans les vascularités IgA, une étude rétrospective avec toutes les limites et les biais de ce type d'étude, mais qui montrait quand même que sur un petit effectif 22 malades, chez des patients qui étaient suivis depuis quelques années, qui avaient déjà eu plusieurs lignes de traitement, le rituximab pouvait être une option intéressante dans le traitement de la vascularité IgA avec des rémissions qui étaient non négligeables chez des malades pourtant qui avaient des maladies assez réfractaires. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de déterminer l'efficacité du rituximab en induction pour induire la rémission complète qu'on a définie par une dose de prénisone à 0 à J180 et un score BIVAS adapté. Pour rappel, pourquoi est-ce qu'on avait choisi un score BIVAS adapté? Parce que quand on avait revu l'étude César qui avait été publiée avec l'endoxan initialement, il y avait beaucoup de malades qui étaient considérés en rémission, c'est-à-dire pas d'activité de la vascularite, mais qui gardaient une protéinurie ou une hématurie séquelaire des poussées précédentes. Et pour s'affranchir de cet écueil et que ça ne soit pas compté dans le BIVAS, on a défini un BIVAS adapté, c'est-à-dire pas d'atteinte rénale BIVAS à 0 et BIVAS inférieur ou égal ou à 5 si ce score est lié à la persistance de l'hématurie ou de la protéinurie qui sont dans ce cas-là séquelaires. Le critère de jugement principal, donc, c'est le pourcentage de patients en RC à J180, donc à 6 mois après randomisation. Les critères d'inclusion, c'est le fait d'avoir une preuve histologique de vascularite à IgA. Et en fait, c'est des patients adultes qui ont une maladie active, soit nouvellement diagnostiqués, soit en rechute, et qui ont une maladie sévère, donc une atteinte sévère d'organes, soit un purpura nécrotique extensif. Et là, il n'existe pas de définition de surface cutanée ou autre. C'est laissé à l'appréciation du clinicien, mais en gros, c'est ce qu'on retient en clinique, c'est-à-dire un purpura qui progresse rapidement avec une atteinte nécrotique et qui a tendance à être extensif, mais il n'existe pas dans la littérature de cut-off de surface cutanée, une atteinte rénale classe 3 ou classe 4 ou MEST score selon celle utilisée, une atteinte digestive sévère qui correspond à toutes les complications, hémorragie, perforation, ischémie et ou des douleurs abdominales qui durent plus de 24-48 heures malgré antalgique de palier 3, donc ce type de malade qui nécessiterait de la corticothérapie pour une atteinte digestive, et les autres atteintes sévères plus rares comme pulmonaire, ophtalmologique, cardiaque ou neurologique. Et des patients doivent être inclus dans les 3 semaines suivant l'introduction ou l'augmentation de la corticothérapie, sachant qu'on autorise les bolus de corticoïdes qui sont laissés à la discrétion du clinicien. Les critères d'exclusion à la demande des autorités, c'était les patients non vaccinés Covid, les patients bien sûr qui avaient été traités par rituximab ou par une thérapie immunosuppressive dans les 3 derniers mois, et les inhibiteurs de SGLT2 qu'on autorisera à partir de J180, mais pas avant pour l'effet antiprotéinurique qui aurait gêné l'interprétation du critère de jugement principal. On stratifie bien sûr sur 2 choses, le fait d'être un patient nouvellement diagnostiqué ou en rechute et le fait d'avoir une atteinte rénale ou non. La durée de l'étude est de 12 mois, durée de recrutement 36 mois, avec une hypothèse initiale, c'était l'augmentation de 35% de la proportion de patients en RC, donc 65% dans le bras rituximab versus seulement 30% dans le bras corticoïde. Le 30%, c'est les données qui étaient issues de l'étude rétrospective IGAVAS, qui donnait à peu près 30% de patients en rémission à 6 mois sous corticoïde seul. Soit au total, on en compte des perdus de vue, 72 patients, donc 36 patients par bras. Le schéma est le suivant, c'est-à-dire un groupe expérimental 36 malades, un groupe conventionnel 36 et rituximab plus corticoïde dans le groupe expérimental et corticoïde plus placebo de rituximab, 2 hôpitaux de jour J1 et J15 ou une hospitalisation si c'est un nouveau diagnostic pour le rituximab ou le placebo en intraveineux, puis un suivi en consultation habituelle avec le schéma de décroissance de prénisone et bien sûr les bolus de corticoïdes sont autorisés à la discrétion du clinicien s'il considère que c'est nécessaire au moment du traitement à l'induction. 44 centres, quasiment tous ouverts. Il y a encore 1 ou 2, 3 centres où il y a des soucis d'ouverture, surtout sur des problèmes de pharmacie ou d'anonymisation des CD19. 26 patients inclus, 24 randomisés. Une sortie d'étude, mais qui ne correspond pas à un effet indésirable. C'est un patient qui ne voulait pas, qui trouvait
tout trop contraignant et qui voyageaient beaucoup, c'était trop compliqué. Un cours de randomisation, juste pour vous dire, parce que comme j'ai pas pu remettre mon topo, il m'a empêché de le faire. Il avait peur que je mette des photos, sévères que j'ai en stock par ailleurs et que je peux vous partager à tout moment aussi. Faut un petit mail, c'est facile. À l'instant T, sur les patients inclus, bien sûr, il y a une grande majorité de patients nouvellement diagnostiqués et une grande majorité de patients qui ont une atteinte rénale. Mais c'est pour ça qu'on avait stratifié également, parce qu'on savait qu'il y aurait plus probablement d'atteinte rénale. Ça, c'est à cause de la compétition que se livrent les néphrologues avec les internistes. Mais donc beaucoup de patients qui ont une atteinte rénale. Donc on va voir comment les choses évoluent. Et en termes d'inclusion, donc ça a bien avancé. 26 patients inclus, donc on espère qu'il va y en avoir d'autres. On va voir maintenant qu'on a passé la période hivernale. Merci beaucoup à tous les centres qui ont déjà inclus. On reste disponible s'il y a la moindre question et la moindre interrogation. On a remarqué qu'il y avait un gros foyer épidémique à Nîmes, donc on va enquêter un peu pour savoir ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais il y en a beaucoup là-bas. En tout cas, merci à tous. Et si vous avez des questions ou des interrogations, je savais qu'il a mis quelque chose. N'hésitez pas à me contacter. Merci Romain. Olivier Moran anime, c'est lui. Je monte, toi. Oui, mais les élèves, je pense qu'ils font un élevage en serre ou quelque chose et ils les sortent quand il faut. Ça marche pas. Du coup, comme on a inclus quelques patients, donc surtout des formes avec atteinte rénale, on en a discuté, mais je voulais faire un partage d'expérience. Dans les critères d'inclusion, donc vous proposez d'inclure les patients qui sont en MES C2, donc qui vont se présenter cliniquement comme une GNRP, qu'une prolifération extracapillaire. Et en fait, on est très gênés parce que nous, on a 2 jeunes patients qui ont été inclus dans ce cadre-là et qui, du coup, continuent à évoluer, à se dégrader après inclusion. Alors que dans les cas d'ICO, dans cette forme-là, il est plutôt proposé d'emblée de mettre un immunosuppresseur. Alors, je suis d'accord qu'il n'y a pas d'études randomisées, mais on n'est pas tout à fait à l'aise à l'idée de se dire que ces patients avec un C2 sont dans le bras corticoïde. Mais là, je pense qu'il y a aussi... Voilà, merci. Alors oui, on en a effectivement discuté à 2 reprises. De toute façon, ça fait partie des formes sévères qui devaient être évaluées dans l'étude, mais c'est un peu comme parfois on voit dans les vascularités en cas, c'est-à-dire qu'on commence le traitement et puis la créate continue d'aller dans le mauvais sens et on se dit bon, on a choisi le rituximab, est-ce que finalement on aurait dû faire de l'endoxan? Des situations qui sont un peu gênantes. Je pense que l'idée qu'on a eue, que vous aviez proposée, notamment à Nîmes, et qui va être retenue est la bonne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le malade évolue pas bien, le rebollusser en corticoïdes, utiliser un schéma type PODSI comme vous avez fait, qui sera noté dans la décroissance dans les effets de déviation des corticoïdes et qui sera considéré comme un échec au critère de jugement principal. Et de toute manière, ça ne fonctionne pas et qu'il y a la question d'un immunosuppresseur derrière, de toute façon, c'est effectivement le patient qui prime d'abord et à ce moment-là, on lèvera l'aveugle pour décider du meilleur traitement adapté de l'utilisation d'un immunosuppresseur derrière. Moi, je... Mmh. Alors, c'est autorisé, les IEC ou ARA2 sont autorisés dans le protocole. Mmh. Mmh. Mais déjà,
les inhibiteurs de GLT2, ça a été validé après que l'étude a été déposée, bien après. Donc ça, c'est le premier point à répondre. La deuxième chose, c'est qu'on en a longuement discuté avec plusieurs d'entre vous sur le plan néphrologique. Il y en a même qui ont été très provocateurs en disant pourquoi est-ce que vous autorisez IEC ou ARA2, pourquoi pas les autoriser qu'à 6 mois, comme ça on verra vraiment si le traitement fonctionne ou pas. Et, c'est une discussion, parce qu'on pourrait dire les IEC, ARA2 et GLT2, ça brouille tout. Si on se base sur la protéinurie. Mais comment on peut accepter de ne pas proposer le traitement de référence quand même au moins à tous les patients, quoi? Non, je pense que IEC ARA2 c'est autorisé jusqu'à 180 et après le clinicien est libre de faire en fonction. Mais si on veut évaluer le médicament, il faudra bien le faire d'une manière ou d'une autre. De ce point de vue-là, et dans le détail de l'histologie, parce que vous avez une conversation assez savante là. Quand même que il y a deux versants dans le traitement, qui est le traitement immunologique. C'est vrai. D'y voir clair sur l'impact du traitement immunologique de la maladie. J'ai envie de dire aussi, les néphroprotecteurs, on sait bien que leur bénéfice, il est tardif. Et je ne suis pas personnellement très embarrassé de la non-utilisation pendant quelques mois dans une maladie chronique potentielle. Mais je vois bien le point qui est fait par Evangeline, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément très confortable pendant quelques mois. Oli ? Là, on n'est pas à l'aise. Faites attention. Surveillez ces patients. Deux jeunes patients, une chronique des grains d'orthose rénale. Et on n'est pas du tout à l'aise. Et vous les aviez bolissés ou pas au début? Oui, on les a. Oui, tout à fait. On savait qu'on pouvait peut-être éventuellement courir ce risque, mais c'est un petit peu avec le rituximab le problème de les faire tarder de ce médicament qui peut mettre un petit peu de temps. Et sur ce point, du coup, je partage. Ça va être difficile. Je pense, d'une façon générale, quand on y a, c'est un commentaire personnel, mais quand il y a effectivement une difficulté à maintenir un patient dans un protocole, on peut dire aussi, on sort le malade du protocole. L'essentiel, c'est quand même de préserver la fonction rénale. Et s'il y a je milite pour une sortie de protocole. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs pour ces deux malades-là. Hein, tout à fait. Ouais. Juste une question quand même. Et, en fait, je pense que ces recommandations, Evangeline, tu vas quand même confirmer, elles reposent sur rien. Aujourd'hui, on a des recommandations dites officielles, mais qui reposent sur aucune étude prospective. Donc, je pense que de temps en temps, il faut passer outre les recommandations quand elles ne sont pas solides et essayer de les rendre plus solides. Et je pense que le protocole en question a au moins ce mérite, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout des choses. Quant aux inhibiteurs de SGLT2, dans les formes prolifératives glomérulaires, ils n'ont jamais fait leur preuve de leur efficacité. On est plutôt dans des maladies chroniques ou glomérulaires, et là, tu n'as pas tout à fait le cas, en tout cas dans les premiers mois. Et je pense que tu as raison, il faudra les mettre au long cours. Mais effectivement, les mettre un patient en insuffisance rénale aiguë au départ, ce n'est pas de toute façon le traitement qu'on va mettre en premier lieu. C'est vrai que la principale préoccupation, c'est les C2. Il y a des recommandations CADIGO assez claires. Je pense que clairement, cela, faudrait peut-être se dire que plutôt que faire un amendement et peut-être ne pas les inclure, sur la question des antiprotéinuriques, il y a quand même un effet chez les néphrologues, et vous le conviendrez, qui est quand même de prescrire quand même un peu l'argamanu. Et qu'honnêtement, on n'est pas à 6 mois près, en effet, je pense. Mais après, vous êtes mieux passé que moi. Mais le vrai problème, c'est les C2. Mais c'est aussi le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu mets à une C2 aujourd'hui? Tu suis sur la base de très peu d'études un immunosuppresseur et autres. Si tu ne les mets pas dans une étude qui s'intéresse aux vascularités IgA sévères, on ne va pas non plus avoir de réponse pour ces malades-là qui posent le plus problème également.
C'est donc non pas une compétition. Non, pas du tout. Bien sûr, mais que je relance du coup. Voilà. On s'arrête là? Il y a encore une question, pardon. On a trouvé ça avec grâce à la BNR. Alors, voilà, bon, vous êtes très fort aussi, vous incluez beaucoup, mais il y a ah oui. Il y a une explication aussi épidémiologique. Après qu'il y avait un intérêt des traitements immunosuppresseurs dans les formes AC2 dans le purpura rhumatoïde, mais attention. Voilà. Oui, bien sûr. Entendu. Merci beaucoup. Alors, je crois que tu as l'épidémiologie.